comment ils ont eu la capacité de switcher assez rapidement. Donc, nous, à Deloitte Bénin, quand on est passé en télétravail, ça s'est fait vraiment de façon presque naturelle, voire transparente, parce qu'il y avait déjà tous les dispositifs qui étaient mis en place. Maintenant, par rapport à nos acteurs, à nos clients, c'est vrai qu'on a quelques dizaines de clients, grandes entreprises au Bénin. Et c'est assez sensible parce que, comme on dit, c'est des clients technovores. Donc, quand on est dans des domaines comme les télécoms, comme la finance digitale, c'est vrai que ces aspects-là étaient déjà sur la table depuis un certain temps. Donc, la plupart de nos clients ont pu passer le cap. Je dirais même que c'est plutôt l'aspect logistique, l'aspect humain qui avait moins de continuité d'activité, si je peux m'exprimer ainsi. Mais l'aspect tech a vraiment assez bien réagi et on n'a pas eu trop de casse. Maintenant, vous savez que les activités de cet ordre-là, nous, on est soumis quand même à pas mal de contraintes en matière de discrétion. Mais il y a eu quelques casses chez des clients. L'année dernière, je ne peux pas citer les noms. Et puis cette année, il y a aussi un ou deux qui ont eu quelques casses. Et on travaille avec eux pour essayer de faire en sorte que dans d'autres cas, ils puissent être plus réactifs. Mais d'une manière générale, vraiment, les gros clients, les grands comptes ont relativement bien passé le cap, ont bien switché au niveau de la continuité d'activité. Et puis, vous savez, il y a la partie où on fait tous ces aspects sécurité, mais il y a aussi la partie où on essaye de mettre en place un certain nombre de règles et de vérifier qu'elles soient tout le temps respectées. Et ça a beaucoup, beaucoup aidé nos clients. Certains qui n'en voyaient pas la pertinence ont vraiment apprécié de pouvoir faire la transition de façon vraiment fluide. Voilà un peu ce que je pouvais dire sur le sujet, Ramanou. Je ne sais pas si ça répond un peu à tes préoccupations. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez couper? Ok, merci Maxime d'avoir apporté des éclaircissements et surtout sur ce qui se fait dans notre environnement et avec certain nombre de grands comptes qui ont résisté, qui ont passé ce contexte difficile avec une certaine résilience. Je vais revenir vers Maurice Tonton, avec qui nous avons évoqué il y a quelques minutes la problématique de la désinformation en ligne et aussi de l'influence que cette désinformation en ligne peut avoir dans une gestion d'une telle crise sanitaire qui est quand même quelque chose de sensible. Dans l'écosystème des journalistes, avec toutes ces stratégies de désinformation qui, quand même, on le sait, est très bien structurée, comment est-ce que vous abordez l'afflux d'informations qui vous parviennent, parce que vous êtes quand même appelé quelque part aussi derrière à informer le grand public sur le sujet. Comment est-ce que vous abordez ça? Quelle a été la stratégie qui a été mise en place pour pouvoir répondre à ce type d'influence sur la désinformation? Déjà, je ne suis pas certain que la désinformation, en tout cas au niveau du Bénin, euh, euh, a été stratégique ou a été pensée de façon structurelle ou de façon structurée. C'est plutôt un afflux d'informations, enfin pas d'informations, un afflux de contenu faux ou bien de contenu erroné qui a juste essaimé la toile pendant cette période-là, et les utilisateurs qui généralement ne sont pas des professionnels de l'information tombent dans le piège et alimentent disons, le relais de ces contenus-là. Donc, parce que voilà, quand un contenu arrive chez un utilisateur qui n'a pas le réflexe d'un journaliste pour vérifier ou bien pour se poser les questions de base, va faire suivre
Donc, on va faire suivre dans sa liste, à sa liste d'amis, de contacts, etc., etc. Donc, déjà, moi, je ne pense pas que la désinformation a été structurée, mais c'est plutôt que la période a été favorable au relais ou à la distribution de toutes sortes d'informations erronées, de toutes sortes de rumeurs, parce que les personnes, les utilisateurs, tout le monde était affecté par cette crise-là. Tout le monde était dans une période plus ou moins de tension, d'inquiétude, de stress, et tout ce qui pouvait permettre de donner un début ou une tentative d'explication à ce qui arrivait au monde que personne ne comprenait, parce que c'est la première fois où les gens étaient obligés de rester chez eux, de ne pas voyager, de ne pas aller au boulot, de ne pas aller à l'église. Et tu vois, vous voyez, dans un pays comme le nôtre, se retrouver dans ce contexte-là, c'est assez désorientant pour beaucoup de personnes. Donc, ça a été, tout ce contexte a été favorable à l'émergence, à la recrudescence des fausses nouvelles. Alors, pour ce qui concerne les professionnels des médias, aussi là, malheureusement, je n'ai pas noté une grande organisation stratégique pour faire face à l'enjeu des fake news dans cette période. Je pense plutôt que chaque rédaction s'est quand même organisée à son niveau, notamment pour ce qui concerne les médias qui étaient présents, qui sont plus présents en ligne pour sensibiliser. Je pense que c'est quelque chose qui a été vraiment bien fait, fréquent. Chez nous, à l'OETB, par exemple, au niveau du web, on a, par exemple, fait multiplier des capsules vidéo pour expliquer pour informer, pour sensibiliser le public. Ça, on l'a fait, on l'a fait par la sensibilisation, donc la sensibilisation avec des experts, avec le relais systématique de tout ce qui venait, qui était information officielle validée sortie par le gouvernement, mais aussi par l'Organisation mondiale de la santé. Voilà. Et puis, il y a d'autres médias, comme des médias en ligne, des pure players comme Banuto, qui ont mis en branle disons, leurs cellules de fact-checking qui régulièrement essayaient d'apporter de démentir les fake news qui avaient pu circuler, qui faisaient le tour de la toile. Quelque chose qui aussi, il y a aussi la communication du gouvernement qui a aidé un peu, même si ça n'a pas aidé totalement parce que le gouvernement n'a pas toujours été transparent sur le traitement, sur ce qu'il se passait, sur les choix qui étaient faits en matière de traitement. À un moment donné, on ne savait pas où les gens pouvaient aller faire les tests. Donc, ça, plein d'informations circulaient à ce sujet, comment la prise en charge était menée. Et donc, il y a ça à l'interne au niveau du Bénin qui a parfois alimenté aussi toutes sortes de rumeurs sur le nombre d'informations, disons, le nombre de cas de prise en charge, le nombre de décès. Nous, à notre niveau, en tant que journaliste, on s'est vraiment attardé beaucoup sur la sensibilisation. Et en matière de sensibilisation aussi, on n'a pas eu seulement à sensibiliser sur les risques sanitaires, mais aussi sur les risques, disons, sur les autres risques informatiques, peut-être, pour les entreprises, pour ce qui est important, à savoir, on a par exemple au niveau de chez nous, au niveau du service web de l'OETB, on a fait des articles, des chroniques sur comment faire du télétravail en toute sécurité, les règles à observer, comment conserver ses mots de passe quand on fait des vidéoconférences depuis la maison, comment comment rester pour ne pas exposer sa vie privée, sa maison, voilà, parce que c'est des choses qui sont quand même importantes à préserver.
Merci Maurice. Et je crois que c'est des actions quand même qui ont permis d'avoir un impact positif dans les différentes approches pour pouvoir faire face à tout l'afflux d'informations que nous recevons en ligne. Je vais me tourner vers Clovis à Léonou d'Isocel pour demander au niveau de votre organisation, est-ce que vous avez eu des clients qui avaient à l'occasion, en fait, depuis le début de cette crise-là ou pendant d'ailleurs, exprimé des besoins spécifiques en termes de bande passante ou en termes de renforcement de leur accès de façon quelconque, puisqu'on on a compris qu'il y a eu un certain nombre de stratégies de télétravail qui a été mis en place par un certain nombre d'organisations. Mais est-ce que c'est des choses que vous avez identifiées ou des sollicitations qui vous ont parvenues au niveau de votre organisation? Oui, au niveau d'Isocel, nous avons eu effectivement des clients, pour ne pas dire la quasi-totalité de ce qui était gros clients. On entend par gros clients les grosses entreprises, les multinationales, qui ont eu tout de suite des demandes d'augmentation de capacité et à côté de ça, qui ont aussi tout de suite demandé des connexions à domicile pour leurs employés parce que beaucoup d'entre elles sont passées en télétravail. Et en termes de capacité, vous étiez préparé à répondre aussi à cette demande pour l'Internet domestique? Oui, oui. En termes de capacité, pour l'instant, même avant la crise, en termes de capacité, lorsqu'on va pas, nous ne sommes pas encore arrivés au maximum de nos capacités. Disons même que la crise nous a permis d'exploiter une bonne partie de notre capacité qui était là, disponible, mais n'attendait en griffe que la demande. Très bien. Merci Clovis. Et je vais me tourner maintenant vers Guéric Consalves. Gonçalves. Oui, donc, au niveau de l'ANSSI, vous avez évoqué tout à l'heure lors de votre première intervention l'identification de quelques usurpations d'identité en ligne, etc. De façon globale, quelle est la stratégie qui a été mise en place pour pouvoir répondre à ça? Et si aussi d'un autre point de vue, grande entreprise, est-ce qu'il y a eu des réponses ou des accompagnements que l'ANSSI a fait pour pouvoir en fait préparer certaines organisations à se prémunir de l'afflux des cybermenaces et des cyberattaques? Absolument. L'ANSSI, en tant qu'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, a pour charge la cybersécurité des systèmes d'information du cyberespace béninois. Donc, en termes de stratégie, nous avons, juste un peu avant le départ en confinement et la déclaration officielle de la crise sanitaire, nous avons établi un guide du télétravailleur COVID-19 qui est même disponible sur notre site ansi.bj. Qui est en fait un guide de bonnes pratiques de sécurité qu'un télétravailleur devrait adopter. Donc, on était passé par les recommandations aux employés en télétravail, les recommandations aussi au directeur des systèmes d'information. Et aussi, de notre côté, on avait aussi publié en 2019 un guide sur l'hygiène numérique pour pouvoir sensibiliser. C'est dans une démarche de sensibilisation des utilisateurs et du cyberespace en général que nous avons perçu que nous avons perçu cette démarche parce que nous avons perçu que cette démarche était la plus effective. Je vais aussi rejoindre mon collègue, M. Tantan, qui disait que au niveau de
au niveau des fake news, il n'y avait pas vraiment, on ne pouvait pas vraiment identifier un acteur. C'était souvent des individus éparses qui pouvaient, qui n'avaient pas d'objectif précis que juste de la désinformation. Donc, à ce niveau-là, on a voulu s'assurer quand même que l'écosystème numérique béninois sache au moins qu'il y a quand même des guides officiels qu'il fallait des guides officiels et où chercher les informations officielles par rapport à tout ce qui se passait autour de la pandémie. Au niveau du gouvernement aussi, ce qui a été fait, c'était que on a quand même essayé d'être le plus transparent possible, je trouve, par rapport aux difficultés que nous rencontrions. Et du côté de l'ANSSI, on a aussi pris nos dispositions par rapport à quoi? Par rapport à la sécurisation des e-services. Vous savez bien que les e-services sont des plateformes qui sont déjà en ligne. Ce sont des plateformes qui permettent à la population béninoise de pouvoir faire leurs démarches administratives. Donc, ce qui a été fait, ce qui se faisait déjà, en fait, c'était la prévention des attaques sur ces plateformes-là. Donc, l'ANSSI, dans son rôle, s'est assuré de la sécurité de ces plateformes web-là, en termes de confidentialité, d'intégrité et de disponibilité. On a rencontré quelques problèmes, c'est vrai, mais je pense que ce n'étaient pas des problèmes majeurs auxquels on a pu pallier en faisant, nous, de notre côté, dès que ces e-services étaient déployés en temps de pré-déploiement, nous faisons nos pen-tests poussés pour pouvoir détecter les vulnérabilités et les faire remonter au fur et à mesure. Donc, dans ce sens-là, nous avons aussi été aux aguets au niveau des alertes informatiques, des alertes et des vulnérabilités, du grand nombre de vulnérabilités informatiques qui ont été découvertes à partir de la période de mars. Par exemple, on peut citer plusieurs cas, hein, et nous avons fait le tout possible pour être quand même à jour par rapport à ces vulnérabilités, pour pouvoir informer la population à travers nos divers canaux, Twitter, Facebook, et l'émission des alertes de sécurité. Voilà un peu quelle démarche nous avons suivi par rapport à cela. Merci, Guéric. Et je crois que l'ensemble de ces différentes actions, ces stratégies mises en place par l'ANSSI a permis de maîtriser un certain nombre de risques. Et parlant de risques, je veux me tourner aussi vers Maxime Aklogan pour savoir aujourd'hui, s'il y a peut-être des chefs d'entreprise qui sont avec nous en ligne ou des responsables d'organisation. Au niveau local, si on prend le cas du Bénin, en termes de mise en place d'une stratégie de continuité d'activité, de maîtrise de ces risques numériques, qu'est-ce qu'une entreprise ou une organisation doit faire pour pouvoir être résiliente durant une période de crise sanitaire telle que la COVID-19? Je ne sais pas si on a Maxime Aklogan avec nous. Voilà, je suis à nouveau avec vous, c'est toujours le micro. D'accord. Alors, donc, je disais que dans la droite ligne de ce que disaient la plupart des intervenants sous divers aspects, la première chose, c'est la prise de conscience et elle doit venir du top management. Et c'est un peu là où c'est un peu difficile, que ce soit au niveau du journalisme, des journalistes, ou bien ce que vient de dire M. Gonsalves de l'ANSSI. Il y a beaucoup de travail, d'éducation, de sensibilisation à faire. Chacun à son niveau, c'est vrai que eux, c'est peut-être plus vers le grand public, vers les populations. Et bien nous aussi, à notre niveau, c'est à l'endroit des dirigeants parce qu'il faut une sensibilisation. La réalité est que les DSI, les RSSI, ils sont au courant de ça,
mais le top management ne voit pas encore véritablement l'enjeu. Mais toujours est-il que les choses évoluent et les choses évoluent dans la bonne direction. Maintenant, pour revenir un peu plus vers nous, vers Deloitte, vers ce que nous proposons, c'est bien évidemment le département Risk Advisory qui s'occupe de ça et on le voit sous divers aspects hein, parce que ce n'est pas comme acheter une imprimante, vous branchez, vous mettez l'encre et ça imprime. Donc, ça demande vraiment un investissement dans le temps. Ce n'est pas du one-shot. Il y a beaucoup de choses qui sont l'ordre de la culture d'entreprise, de la transfo digitale, des usages, des utilisateurs, de la formation, etc. Mais on peut segmenter ça vraiment en 4 grandes catégories. Il y a ce qu'on appelle, disons, la cyberstratégie, où on aide les dirigeants à développer un programme de cyber-risque qui s'aligne aussi avec les objectifs stratégiques de l'entreprise. C'est pour ça que c'est un vrai travail, ce n'est pas du copier-coller. Chaque entreprise est différente, chaque entreprise a des objectifs différents, fait face à des menaces et des concurrences qui sont un peu différentes, qui a un niveau de culture aussi technologique différent. Donc, il faut d'abord bâtir une stratégie. Bien évidemment, l'autre partie, la deuxième partie, c'est la sécurité. Donc, on essaye de mettre en place des contrôles efficaces, des contrôles qui sont régulièrement mis à jour, des tests. Bon, vous connaissez un peu tous tout ce qui est pen test et autres. Et je pense que je ne trahis pas un secret en vous disant que le réseau Deloitte est en train de mener quelque chose à une échelle vraiment assez conséquente. Comment je vais dire ça? Je vais dire dans notre zone Afrique de l'Ouest. Donc, on a un gros chantier qui a démarré et qui va durer plusieurs semaines à partir, je crois, depuis la semaine dernière. Le troisième point, c'est au niveau de la vigilance. Donc, on va essayer un peu d'intégrer toutes les données relatives aux menaces, à l'informatique, à l'activité, afin de fournir aux équipes chargées de la sécurité des informations sur le contexte pour qu'elles puissent détecter et gérer de façon proactive les cybermenaces. Parce que le souci aussi, c'est ça, c'est d'éviter d'être médecin après la mort, parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui où l'information digitale est en réalité le produit qu'on vend. Donc, quand on intervient après coup, bon, le produit est déjà altéré. Donc, certes, on va colmater les choses, mais le produit est déjà gâté. Et le dernier point, le dernier segment, bien sûr, c'est au niveau de la résilience. Et c'est là qu'intervient les plans de continuité d'activité et autres. Donc, on va associer les processus et les technologies pour avoir toujours une gestion proactive et réactive par rapport aux incidents et essayer d'adapter aussi les choses et répondre très rapidement à tout ce qui peut être de l'ordre des cyberperturbations. Alors, sur les grands comptes qu'on appelle chez nous les FSI, ils ont des prémices de ça dans nos missions d'audit IT où on passe en revue quand même un certain nombre de choses au niveau des accès, au niveau des stratégies de mots de passe, au niveau de la sécurité, de l'intégrité des données. Mais vous voyez que ça reste quand même encore des petites touches techniques. Ce qui est très important, c'est vraiment d'inscrire l'action dans le temps et de passer vraiment les 4 grands pans qui sont la cyberstratégie, la sécurité, la vigilance et la résilience. Voilà un peu ce que je pouvais dire sur le sujet. Et bien sûr, Deloitte Bénin est connu. On est à Ganhi. Donc, c'est vrai que notre métier fait que bon, on n'est pas une boîte commerciale comme les autres. Donc, on ne fait pas de la pub à tout va. On a des missions qui nous obligent à de la discrétion, à de la confidentialité. Donc, ça fait qu'on est assez discret, mais on n'est pas du tout perdu. Hein. Nos immeubles sont à Ganhi, au niveau de l'ancien collège La Flèche. Et puis, en allant sur le net, sur LinkedIn, vous allez très facilement trouver nos contacts ou simplement nous contacter. Vous contactez aussi Euphrem Agosoupé, qui est vraiment notre expert IT à Deloitte Bénin et qui a vraiment de solides bases
dans tout ce qui est sécurité, cybersécurité, et qui fait partie d'une task force spécifique. Donc, je pense qu'au niveau des chefs d'entreprise qui sont là, il y a des solutions locales. Okay, merci, merci Maxime pour ces détails-là. Et je retiens particulièrement que, quelle que soit la taille de l'organisation, il faudrait une stratégie qui est adaptée, bien entendu, au contexte et qui va permettre, en fait, d'avoir une réponse à toute situation liée à la cybersécurité. Et avec ta permission, Ramanou, je voudrais vraiment insister sur ce que tu viens de dire parce que c'est très important, quelle que soit la taille de l'entreprise. Parce qu'il y a beaucoup de patrons qui entendent, qui sont même cultivés à ça et qui se disent, bon, moi, mon entreprise, il n'y a qu'une trentaine de personnes, ça ne me concerne pas. Tu as vraiment raison d'insister sur quelle que soit la taille de l'entreprise. Et Deloitte aussi s'est accompagné, quelle que soit la taille de l'entreprise. Merci Maxime d'avoir précisé cela. Et avec les interventions précédentes aussi, que ce soit utilisateur final ou utilisateur de services, des services de l'administration, que ce soit la partie administrative ou gouvernementale, nous tous nous sommes concernés par ces risques cyber, nous sommes concernés par ces menaces-là et le facteur humain est très important. Donc, quelque part, on a parlé tout à l'heure de la sensibilisation à différents niveaux, du top management jusqu'aux différents opérationnels. Il est très important que chacun s'approprie, bien entendu, de comment, en fait, se prémunir ou, en tout cas, réduire l'ensemble de ces risques cyber, que ce soit dans une période standard ou dans une période de crise sanitaire. Il nous reste encore moins de 10 minutes. On va profiter de ce créneau-là pour prendre quelques questions avant de clôturer ce panel. Alors, donc, il y a deux possibilités pour poser vos questions. Soit dans le chat, directement, vous écrivez vos questions et je me permets de relayer cela aux panélistes, ou vous levez la main et on vous donnera la parole en désactivant votre micro pour que vous puissiez également poser vos questions. Je crois qu'on va pouvoir prendre au moins 2 ou 3 questions pour nos panélistes. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas déjà de main levée dans le chat. Je vais jeter un coup d'œil pour voir s'il y a des questions. Pour l'instant, il n'y a aucune question destinée à nos panélistes. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main pour qu'on désactive votre micro ou à écrire votre question dans le chat de la conversation du groupe Zoom. Donc, il y a une question qui est envoyée dans le chat. Donc, c'est Ismen Begenovo qui demande comment faire prendre conscience à un individu lambda du risque cyber qu'il encourt. Donc, un individu, donc un utilisateur lambda, comment lui faire prendre conscience du risque cyber qu'il encourt. Je vais peut-être donner la parole à Guéric. Exactement. Nancy, pour pouvoir nous éclairer sur... Oui, bon, oui. En fait, pour faire prendre conscience à un utilisateur, le moyen le plus direct, en fait, c'est de passer par la sensibilisation, comme on a dit. On en avait parlé, mais aussi de s'informer un peu autour des news, de ce qui se passe un peu dans le cyberespace. Nous avons publié en 2019 un guide de l'hygiène numérique qui donne des recommandations simples
et facilement applicable aux différents, à n'importe quel utilisateur. D'un autre côté aussi, en termes d'information, nous tenons aussi des webinaires de façon bimensuelle pour pouvoir sensibiliser un peu le grand public par rapport aux différents types d'attaques. Le webinaire passé, un peu avant notre concours du Hacker Lab, se portait sur la gestion des mots de passe. Le webinaire qui vient le jeudi prochain portera sur le phishing et le hameçonnage. Donc, ce genre la cybersécurité, c'est un sujet qui nous concerne tous parce qu'on est tous utilisateurs d'une manière ou d'une autre du numérique. Donc, il est très important aussi qu'on puisse s'informer un peu de ce qui se passe autour. Nous, ce qui est fait souvent, c'est que ce qui est fait, le moyen le plus sûr, c'est de passer d'abord par la sensibilisation. Et puis, la technique suivra. Merci, Guéric. Effectivement, la sensibilisation est la première clé pour se préparer au risque cyber. Si je peux. Oui. Allô? Un instant, je crois que Maxime, tu voulais faire un complément, c'est ça? Oui, exactement. Ouais. Je voulais compléter un peu ce que Guéric a dit. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse aussi à élargir. Pourquoi? Le cyber, ce n'est plus seulement pour, disons, ceux qui ont une certaine culture de la technologie. Je m'exprime. Quand nos mamans, nos tantes, elles font du business aujourd'hui via WhatsApp, sans savoir lire ni écrire, elles envoient juste des audios, elles sont exposées au risque cyber. Donc, un certain nombre de choses comme des fascicules, comme les webinars, ne sont pas accessibles à ce public-là. Donc, je pense que d'abord, c'est Lancy qui est de nous tous le bien indiqué pour répondre à cette question. Et je crois qu'il faut aussi essayer de trouver des stratégies pour atteindre cette cible-là, parce que cette cible-là est même plus vulnérable que les autres, parce qu'il suffit que quelqu'un écrive à cette dame avec une photo d'un de ses enfants et lui demande de faire certaines choses et elle va le faire à ses dépens. Donc, il faudra aussi élargir ça à un public, je peux dire, analphabète. Il va falloir que la cybersécurité puisse aussi protéger les analphabètes, parce que le monde d'aujourd'hui fait que les analphabètes, les objets, tout ça, c'est dedans. Donc, la sensibilisation, comme l'a dit celui qui a posé la question, il a vraiment dit un citoyen lambda. Dans lambda, il y a vraiment tous les lambda et il faudra aussi qu'ensemble, on réfléchisse à ça. Effectivement, donc il faut trouver des J'aimerais compléter rapidement, si vous permettez. Oui, ce que Maxime a dit, c'est très pertinent. Et on a déjà fait des réflexions par rapport à cela. Parce que c'est venu de certaines expériences qu'on a eues et de certains cas et d'une certaine tendance maintenant qui était que les cybercriminels commençaient à avoir pour cible les gens dans les milieux ruraux. Donc, on a déjà un programme qui est en cours de développement actuellement avec plusieurs partenaires qui vise à sensibiliser pas seulement les gens analphabètes, mais ceux qui ne sont pas, ceux qui sont aussi dans les milieux éloignés au risque de l'utilisation du numérique. Donc, on avait prévu déjà, qu'est-ce que je veux dire, de la sensibilisation en langue fond, en langue locale, aussi plusieurs acteurs. Donc, ça va dépendre un peu de l'issue du projet. Mais pour vous rassurer un peu, c'est prévu. C'est prévu d'ici 2021, ce sera fait. Merci. Par rapport à cette question particulièrement, je vais juste faire un petit complément de ma position du président du chapitre Bénin de l'Internet Society, pour dire que c'est une problématique également que nous avons abordée dans notre plan d'action 2020-2021. Et on a initié un projet qu'on appelle IP Week avec un de nos partenaires, Je vais briller, et qui a pour vocation de préparer des contenus de sensibilisation, pas seulement en langue française, mais dans 5 autres langues au niveau du Bénin, notamment le Fon, le Yoruba, le Bariba,
le dindi et voilà, et le français. Voilà. Donc, c'est vraiment une problématique très, très importante et il serait important que l'ensemble des acteurs qui s'intéressent à ces genres de questions-là, qu'on puisse vraiment coordonner les efforts pour pouvoir l'aborder. Il y a Et si vous permettez encore, une chose que je vais ajouter, il y a les analphabètes, mais aussi la population les plus jeunes. On a aussi prévu aussi des programmes pour pouvoir sensibiliser ces plus jeunes-là qui utilisent, par exemple, des enfants de 5 à 12 ans. On sait déjà que tout enfant sait ce que c'est qu'un téléphone, sait comment déjà aller sur YouTube, ou certains même utilisent déjà des réseaux sociaux. On a aussi prévu ce genre de cas et des projets sont aussi en cours de développement d'ici janvier. On aura aussi l'issue de ça. Donc, vraiment, la cybersécurité, c'est pour tout le monde. C'est la question de tout le monde et sans elle, vraiment, nous serons perdus. Hein. Donc, voilà. Parfait. On va prendre une dernière question qui a été envoyée dans le chat par Alès Corentin du Sénégal. Merci d'être avec nous pour ce DNS Forum, Alès Corentin. Donc, la question, c'est la cybersécurité dans un contexte global doit s'insérer dans une stratégie régionale. Comment le Bénin prend-il en compte ces stratégies régionales au niveau de l'UEMOA, de la CEDEAO et au niveau continental? Donc, je crois qu'encore une fois, la question c'est beaucoup plus adressée à Guéric. Oui, bien sûr, elle m'est adressée. En fait, nous avons aussi fait approuver une stratégie nationale de cybersécurité, de sécurité numérique qu'on a fait valider en mai passé en Conseil des ministres. Donc, cette stratégie-là comprend 5 axes. L'un de ces axes est la coopération nationale et internationale avec les autres entités. Donc, nous avons déjà notre stratégie nationale. Donc, dans cette optique, nous voulons aussi se positionner dans la sous-région et dans le monde. Déjà, on peut être fier de notre position en matière de cybersécurité dans le monde parce que, vu le classement global, on est déjà 8e sur tout le continent. Donc, notre vision, c'est de continuer dans cette lancée et pour pouvoir améliorer la coopération. Donc, si dans le cadre d'une stratégie régionale, il y a des projets en cours qui sont là, des stratégies et de l'établissement de certaines politiques de sécurité et de protection d'infrastructures qui sont là, qui sont en cours de projet et seront mises en œuvre très prochainement. Nous y travaillons dur. Donc, par rapport à cela, on s'insère vraiment et on n'a pas le choix parce que sans la coopération internationale, un individu lambda ne peut juste commettre des crimes de l'autre côté du continent et sans avoir peur de certaines répercussions. Et en matière aussi de coopération, nous voulons aussi adhérer à la Convention de Budapest et de Malabo qui vont nous permettre aussi de pouvoir coopérer de manière plus succincte avec les autres entités responsables de la cybersécurité pour Malabo en Afrique et aussi pour le reste du monde, c'est la Convention de Budapest. Donc, toutes les démarches sont prises et puis ne vous inquiétez. On va enchaîner avec, merci Guéric, on va enchaîner avec la dernière question et qui est encore pour toi, je pense bien, c'est de Emery Assoba qui demande comment est géré le suivi des incidents signalés au BJ, certes. Donc, s'il te plaît, si tu peux répondre à cette question et en même temps nous dire ton mot de fin parce qu'on a déjà dépassé de 3 minutes le temps qui nous est accordé. Et ensuite, on fera le tour au niveau des autres panélistes pour leur mot de fin. D'accord. Au niveau c'est une question très précise. Hein. Déjà, le BJCERT, c'est l'équipe de réponse gouvernementale aux incidents de sécurité informatique. Donc, le suivi des incidents, il y a déjà, on est une CICERT, on est établi depuis septembre 2017 en matière de réponse des incidents. Le suivi des incidents est fait de manière interne et aussi en collaboration avec les parties prenantes.
Bon, c'est une question très précise. Je ne peux pas vraiment parce qu'au Bénin, souvent on dit que c'est un couvent, mais le suivi est fait par... c'est notre couvent Le à suivi nous. est très bien fait. Le suivi est fait D'accord. de la meilleure manière possible. Et aussi, on encourage, juste pour ajouter rapidement, on encourage aussi la création de CISA dans divers domaines. Parce qu'il n'y a pas que seul le BGCISA qui va le faire. On veut encourager la création de CISA dans le domaine éducationnel, bancaire, bancaire et financier, de l'énergie. Donc, tous ces projets-là, on les verra tous en 2021. D'ici 2022, déjà, ils seront finalisés. Donc, bon, quand on sera aussi, certes, Emery Asogba, il pourra savoir comment ça se passe. OK. Et de manière succincte, pour clôturer le mot de fin, c'est vraiment une grande joie pour nous, pour l'ANSSI, l'Agence nationale, de savoir que à présent, la cybersécurité, qui était, si on va dire, en 2015, un sujet qui n'était pas vraiment connu, c'est vraiment bien déjà que cette thématique-là puisse ressortir maintenant un peu partout. Donc, ça rejoint un peu notre vision. Et aux utilisateurs, ce que je pourrais dire, c'est que d'adopter une hygiène numérique, les bonnes habitudes d'utilisation du numérique, de l'Internet, et de pouvoir aussi sensibiliser autour de nous et voilà, s'informer et demander s'il y a lieu. L'ANSSI est toujours disponible pour toute question et pour toute requête. Merci. Merci Gary Gonçalves, donc analyste senior au BJ7 à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information au Bénin. Je vais passer à Maurice Tantan pour son mot de fin dans le cadre de ce panel. Je voudrais dire que la pandémie de coronavirus nous a permis de nous retrouver face à certains enjeux qui étaient présents, réels, mais qu'on a tendance à ignorer notamment les défis de la cybersécurité en entreprise, mais aussi au niveau des individus. Moi, je souhaite que ce déclic-là qui a été malheureusement ou heureusement déclenché par la COVID-19 puisse permettre à tout un chacun de prendre réellement cette problématique à bras le corps et surtout d'anticiper. On a bien réalisé que les entreprises, les boîtes qui n'ont pas mis en place, mais qui n'avaient pas anticipé des plans de continuité de services et autres ont été plus largement affectées que celles qui avaient déjà envisagé ces éléments-là ou bien cette démarche-là avant la pandémie de coronavirus. Donc, moi, j'espère que les enjeux auxquels on a fait face pendant la pandémie ou les bonnes habitudes qu'on a prises durant cette pandémie pour faire face aux risques de cybersécurité ne vont pas disparaître avec la fin de la maladie, on l'espère, qui finira pas fini, évidemment. On espère que ça va pas, ces bonnes habitudes ne vont pas prendre fin avec la maladie. Et au contraire, ce phénomène-là ou bien cette pandémie-là va éveiller nos consciences par rapport à la nécessité de prise de conscience et aussi d'anticipation à la gestion des crises, qu'elles soient sanitaires ou autres, dans le cyberespace. Merci à tous. Merci Maurice Tantan, et vivement que cette dynamique soit pérenne. Alors, je passe à Clovis Alirono d'Isocel pour nous dire son mot de fin. Alors, comme mot de fin déjà, c'est heureux que la sécurité soit au cœur des questions aujourd'hui et c'est d'encourager nos populations, d'encourager nos dirigeants à plus aller vers les politiques de sécurité. Et pour dernier conseil pour nos dirigeants qui sont là, c'est de demander simplement de l'aide. Lorsqu'on est face à une question qui dépasse, ne pas juste aller vers des informations qu'on ne maîtrise pas,
demander simplement à des professionnels comment faire, mais aussi s'ouvrir à anticiper les questions de sécurité. C'est beaucoup plus facile d'anticiper une attaque que de régler une attaque. Ok, merci Clovis. Donc, une très bonne préparation et surtout le meilleur outil. Et je vais passer à Maxime Aklogan pour son mot de fin. Alors, d'abord, je voudrais remercier le BDNS Forum. Je voudrais te remercier, Raman, pour vraiment la qualité de ton animation. On a passé une heure bien rythmée. Je remercie tout le monde d'avoir pris part à ce panel et d'avoir invité Deloitte à participer à ce panel. C'est vrai que c'est moi que vous avez, mais je voudrais vraiment remercier Euphrem Agosoupe, qui est un de mes consultants avec qui on a essayé de vous donner quelques éléments. Les études ont montré que globalement, que ce soit sur le plan sanitaire que technologique, on a bien résisté. Et comme Guéric le disait tantôt, l'écosystème béninois est vraiment assez mature et surtout a fait des bons extraordinaires en quelques années, que ce soit grâce à des structures comme l'ANSI, mais également grâce à des choses comme Bénin DNS Forum, etc. Donc, vraiment, je voudrais féliciter les uns et les autres. Les éléments montrent aussi que beaucoup d'entreprises maintenant savent qu'ils vont investir dans le digital. Et plus intéressant encore, les entreprises qui étaient très, très peu investies ou bien très, très peu de techno, pour la plupart sur des études que nous avons, ont montré qu'en 2021, elles vont investir massivement dans le digital. Donc, c'est une bonne nouvelle pour nous, pour le Bénin, pour les acteurs du système. Ça veut dire que le Bénin a bien fait d'identifier le numérique comme secteur prioritaire de développement. Et comme on le sait, la matière grise béninoise est d'excellente qualité. Donc, ça veut dire que dans le digital, plus qu'ailleurs, où on peut se vendre très facilement à l'international, ça ouvre des perspectives économiques pour nous tous. Merci, bonne chance à nous et que l'avenir soit meilleur. Ok, merci Maxime Aklogan. Nous avons dépassé de 11 minutes le temps qui nous a été alloué. En tout cas, merci à vous tous. Et comme vous l'aurez compris, ce sujet lié à la cybersécurité, on peut en parler pendant des heures et des heures. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup d'expériences à partager. Et je crois que ce riche panel a permis en fait de savoir ce qui se fait au niveau local et particulièrement ce qui a été mis en place dans le cadre de cette crise sanitaire pour pouvoir rendre notre environnement numérique beaucoup plus résilient. En tout cas, merci à tous les panélistes et ce panel est maintenant terminé. Merci.